Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la programmation estivale de Basilic. Comme tous les ans, je me suis associée à différents podcasteurs et podcasteuses afin de vous faire découvrir de nouveaux contenus. J'ai également sélectionné quelques épisodes de Basilic afin que vous puissiez les redécouvrir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode qui a été réalisé par mon amie Pauline. Elle est l'hôte du podcast Petite Pouce. Pauline est d'ailleurs une ancienne élève de Basilic Studio. Elle a suivi la formation l'année dernière et a lancé son podcast juste après. Dans cet épisode, Pauline reçoit Asma. Asma, pour celles et ceux qui connaissent Basilic depuis le début, était ma deuxième invitée du podcast en 2017. Je considère donc que la boucle est bouclée et je suis très heureuse que vous puissiez à nouveau entendre Asma, cette fois-ci au micro de mon amie Pauline. Je vous souhaite une très belle écoute. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous inspirera. Et psst, si vous avez envie de rejoindre Basilic Studio, il n'est pas trop tard. Inscrivez-vous en vous rendant directement sur le site basilicpodcast.com. Bonjour et bienvenue sur Petite Pouce. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux sous le pseudo de l'Anana Blonde, mais ça s'écrit comme un ananas, et jeune maman. Comment tendre de façon plus simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné? Chez Petite Pouce, on écoute le cheminement de nos invités qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise face aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire et en partageant sur vos réseaux sociaux. Cela donnera de la force à mon travail. Retrouvez Petite Pouce un mardi sur 2 pendant 30 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Dans la vie comme sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses personnes qui m'inspirent et m'insufflent la volonté de me questionner, de me déconstruire, d'aller plus loin, de faire de mon mieux. Parmi ces personnes, il y a Asma. Je l'ai connue sur Instagram quand elle était encore Take It Green, un compte lifestyle et beauté green. J'ai suivi avec passion son tournant plus militant et elle m'a même fait l'honneur de m'inviter sur son compte le temps d'un post sur la charge morale pour son Mars Soror. Puis je suis devenue maman et Asma a été d'une aide précieuse dans le tourbillon du postpartum. Aujourd'hui, c'est elle qui est maman de nouveau, à la fois d'un second enfant, mais aussi d'un projet autour de l'éveil des tout-petits, le Gomet Club. Bonjour Asma. Bonjour Pauline. Vraiment un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais à quel point ton temps est précieux. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Merci déjà à toi de m'inviter dans ton podcast. Je suis trop contente. Et sinon, ça va. Un peu malade aujourd'hui, d'où ma voix un petit peu bizarre. Mais ça va. Oh, super. Alors, je sais que l'exercice est difficile pour une Capricorne, mais pourrais-tu tout d'abord te présenter et nous raconter ton parcours, s'il te plaît? Alors, quel parcours. Bon, je m'appelle Asma, j'ai 33 ans tout juste. Je suis la maman de 2 enfants et alors mon parcours, j'ai eu un parcours très classique, j'ai fait un BTS, je suis allée en école de commerce, j'ai travaillé dans le marketing et puis j'ai eu un éveil écologique qui a fait que, je n'arrivais plus à bosser en entreprise en fait. Ça matchait plus quoi. J'allais au travail et je voyais toutes ces photocopies être faites, pour rien et j'en avais marre. Et en fait, en parallèle, j'avais lancé un compte Instagram. Donc j'ai lancé le compte Instagram Take It Green en 2014 et ça prenait bien, ça marchait bien à l'époque. Et du coup, en 2017, je me suis lancée dans le grand bain et je me suis dit, et si j'en faisais mon métier? Et du coup, je suis officiellement devenue créatrice de contenu en 2017. J'ai eu de très belles années dans ce métier-là, ouais, pendant des années. Ça a été super, ça a été une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens trop cool, dont toi, hein. Et donc voilà, j'ai créé du contenu d'abord autour de la beauté, du lifestyle, etc. Et puis en fait, en approfondissant ma démarche et mon cheminement écologique, c'est devenu beaucoup plus politique.
Et du coup, mon compte a pris un revirement un peu plus militant et politique. J'ai continué comme ça quelques années jusqu'à l'arrivée de mon deuxième enfant où j'ai eu besoin de lever le pied et où j'ai lancé mon projet du coup Gomet Club. Super parcours. Est-ce que tu te souviens ce qui a déclenché ta prise de conscience écologique? C'est superficiel en soi, mais comme quoi toutes les portes d'entrée sont valables et légitimes. En fait, j'avais une acné qui était ultra récalcitrante, tu vois. Et j'avais tout essayé. Et puis, je me suis tournée vers les produits naturels. Je me suis dit, parce que moi, je suis marocaine, et en fait, culturellement, on utilise des produits naturels tout le temps. Ma mère, elle a tout le temps fait ça. Et je me suis dit, bon, allez, je vais voir un peu les produits naturels. On commençait à avoir des contenus plutôt en anglais sur les compositions, le danger, toutes ces choses-là, les dangers des composants, etc. Ben, je suis entrée par cette porte d'entrée-là, d'abord les cosmétiques. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai découvert finalement que tout ce qui nous entourait était hyper toxique, tu vois, et hyper mauvais pour nous et puis pour l'environnement. Et c'est là où mon cheminement a commencé, en fait, c'était vers 2012-2013. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ça a été un cercle vertueux où j'ai d'abord changé mes cosmétiques, puis ça a été mon produit ménager, puis ça a été ma façon de m'alimenter. Et puis, c'est devenu de l'écologie du quotidien, en fait, de l'écologie individuelle. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé mon cheminement, finalement. Merci d'avoir partagé ça et pour la justice sociale, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était quelque chose qui était toujours ancré ou est-ce que c'est venu plus tard? Alors, en tant que femme racisée et musulmane en France, on va dire que socialement, j'ai toujours vécu des oppressions, mais j'avais pas mis le mot dessus. Pour moi, c'était une normalité, tu vois. Et dans mon cheminement écologique, j'ai croisé un livre qui a été une révélation. C'est une écologie décoloniale, pardon, de Malcolm Ferdinand. Et en fait, par ce livre, on a une vision écologique, mais aussi de la justice sociale qui sont complètement entremêlées. Et c'est là, en fait, où j'ai un petit peu ouvert les yeux et je me suis dit, ah oui, en fait, tout est lié et toutes les oppressions sont liées. Et au final, on a un seul ennemi, le patriarcat, le capitalisme. Et de là, en fait, j'ai commencé à me renseigner finalement et à lire beaucoup, consommer beaucoup de contenu autour de la justice climatique et de la justice sociale. Et finalement, en fait, on peut pas être l'un sans être l'autre. On peut pas être féministe sans être antiraciste, sans être profondément écolo. Tu vois, finalement, tout est lié. Et c'est comme ça, en fait, que mon cheminement politique a commencé. À l'époque, j'étais enceinte de mon premier enfant. Et du coup, je pense que ça a eu un effet un petit peu où ça a été décuplé finalement cette prise de conscience et je me suis dit ok, j'ai une plateforme avec un petit enfin des personnes qui me suivent, il faut que je puisse me positionner là-dessus et que je me serve de mon influence pour pouvoir porter ces messages-là, parce que j'ai envie que mon fils plus tard me dise ok, tu n'as pas rien fait, tu as agi. Mes fils du coup je parle de mon plus grand, mais mes fils du coup, j'ai deux garçons, me disent ok, tu t'as été là, t'as fait quelque chose à ta mesure. En fait, je suis pas du tout dans cette vague de personnes qui attendent que nos enfants changent les choses et nos enfants changent la planète. C'est à nous de faire le travail, en fait, pour eux. On va pas leur donner un truc déjà complètement mort. Enfin, tu vois, c'est absolument égoïste de penser comme ça. En tout cas, moi, je pense pas comme ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le maximum possible et je fais aujourd'hui le maximum possible pour leur préparer le terrain, finalement. Bah, c'est un peu comme ça aussi qu'est né, le podcast et d'où le nom Petite Pousse parce que nous sommes les gardiens du terreau, en fait, dans C'est ça, lequel il pousse, tout c'est ça, simplement. c'est ça. Et comment on parle, d'écologie et de lutte contre le racisme à un enfant de 3 ans et demi? Parce que le et demi est important. Oui, alors, pour moi, enfin, je vais lui exprimer beaucoup dans les gestes du quotidien, lui expliquer l'importance de ceci, l'importance de cela, l'importance de pas gaspiller et tout. Il est encore petit, mais je pense que c'est des choses qui s'ancrent, dès tout petit, en fait, finalement. J'ai beaucoup de livres aussi. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup les livres comme support avec mes enfants pour leur transmettre des messages et il y a des ouvrages qui sont merveilleux, sur ce sujet-là, sur l'écologie. Et puis surtout, ben, je les mets en contact avec la nature parce que, c'est le plus important en réalité quand ils aiment la nature et tout ce qui l'entoure, ben, ils ont envie de la protéger. Donc vraiment, tu sais, on est une génération de parents qui malheureusement, gardent beaucoup leurs enfants en intérieur. Il y a une étude là qui est parue il y a pas très longtemps et je crois que c'est 80 des enfants qui passent, moins d'une heure par semaine quoi dehors, ce qui est fou, si on compte pas l'école, hein, évidemment, mais ce qui est assez fou. Et finalement, on en fait des enfants cocons. Alors évidemment, le covid et cetera, les confinements ont beaucoup joué sur notre parentalité, notre façon d'aborder l'extérieur. Mais je crois que c'est hyper important de remettre, l'extérieur, et vraiment quand je dis extérieur, c'est des parcs, des forêts, enfin des éléments, la mer, nous, on a la chance d'avoir la mer pas loin, de vraiment mettre la nature au centre de nos sorties et des moments passés avec nos enfants.
Peut-être qu'on n'a plus cet automatisme-là, mais et bon, on est en hiver, hein, donc c'est pas hyper facile, mais c'est vrai que c'est ultra, ultra important de leur montrer, en fait, les beautés qui nous entourent parce que nos villes, elles sont construites de façon à ce qu'on n'a pas de contact avec la nature et c'est assez fou, je me suis rendu compte de ça, en fait, chez moi. Dans mon village, on a un espèce de petit parc, tu vois, avec, du sol gommé comme ça et puis tu as plein d'arbustes, c'est super joli, oui, c'est décoratif, mais finalement, en fait, la nature en elle-même, on est obligé de prendre la voiture pour y aller et du coup, c'est vrai que c'est une vraie logistique que tu as, peut-être du mal à mettre en place dans ton quotidien, mais c'est tellement, tellement important, au moins le week-end, d'aller à ce contact, quoi. Mais c'est Vandana Shiva dans son essai qui dit justement que, sur l'écoféminisme que, c'était une volonté aussi du capitalisme d'enlever la connexion à la nature, des gens. Absolument, absolument et finalement, tu vois, même les saisons, à part les températures, tu les vois pas. Alors que quand tu prends le temps d'aller, en forêt ou, mais juste un parc, tu vois? Et ben, tu te dis: «Ah ouais, c'est trop beau» et puis c'est comme ça que je transmets à mon enfant. À 3 ans et demi, tu vois, je me focus vraiment sur les saisons et je lui montre comment les saisons passent et c'est tellement beau, quoi, à voir, tu vois? Donc ouais, vraiment la nature, à fond, quoi. Tu as des exemples de livres là en tête? Alors non, parce que tu sais, j'ai un mommy brain donc Tu me feras je passer n'ai une liste. je n'ai pas les titres en tête, mais oui, je te ferai passer une liste, sans aucun problème. Comment tu définirais tes valeurs et comment souhaites-tu les transmettre à tes enfants? J'ai comment dire? Tu sais, cet engagement politique, il est très, très fort, en termes de valeurs et même si, je me suis écartée du militantisme à proprement parler, ben, finalement, c'est tous les jours, c'est dans la vie de tous les jours. Je suis hyper vigilante. Même, tu vois, les comptines qui sont apprises à l'école, je fais attention à ce qui est transmis à mes enfants parce que finalement, c'est par les petites choses du quotidien que les inégalités se creusent et du coup, en termes de valeurs, je pense que la valeur la plus importante, moi, dans mon éducation et qui est un petit peu à la jonction de tout ce qui m'anime et de qui je suis, c'est vraiment la justice, finalement. Être juste envers les autres, être juste envers ceux qui nous ressemblent pas, être juste, avec nous-mêmes, être juste envers la planète et cetera. Je pense que c'est vraiment la valeur clé de mon éducation, la justice. Et du coup, bah, là, c'est vrai qu'ils sont petits, mais c'est quelque chose que tu as envie de leur montrer, quelque chose que tu as envie de leur expliquer, peut-être un mélange des 2. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai envie de leur montrer. Moi, bon, ils sont pas encore prêts à ce que je leur raconte, mais c'est vrai que j'ai envie de leur raconter des bouts de notre enfance, de comment ça s'est passé parce que leur papa aussi il est japonais, donc lui aussi il a vécu la discrimination et cetera et j'ai envie de leur expliquer plus tard quand ils seront plus grands ce que nous on a vécu et ce qu'on fait pour pas qu'ils le vivent et ce qu'eux doivent faire pour ne pas que ça se reproduise. Et c'est vrai que c'est aussi bête que ça, mais tu vois, l'école, ce qu'ils leur transmettent, moi je me rends compte aujourd'hui, c'est vachement genré, par exemple, dans les textes et cetera et dès que je peux, bah, je touche un mot à la maîtresse pour lui dire enfin, essayez quand même de dire, toutes et toutes sans transformer la lecture en lecture complètement inclusive avec les petits points et tout, c'est pas ce que je demande, mais tu vois, d'essayer d'être plus, ouais, d'être plus juste finalement dans tout ce qui est transmis et je pense que quand, on envoie nos enfants à l'école publique, on a ce devoir de vigilance, mais genre constant, quoi. Constant parce qu'ils reviennent avec, ils sont là-bas 8 heures par jour et ils reviennent imprégnés de valeurs qui sont pas forcément celles qu'on a à la maison et je pense qu'il faut activement être là en tant que parent, tu vois? Moi, en tout cas, c'est ce que enfin, c'est ce que je me dis, c'est que je me dis: «Il est là-bas tellement d'heures dans la journée, dans la semaine, que je peux pas laisser passer des choses, qui sont contraires à tout ce qui, toutes mes valeurs et tout ce que je défends». Tu penses que le corps enseignant a une marge de manœuvre ou qu'ils sont, trop cadrés par le programme, par un système scolaire, Bah, évidemment, il y a un programme et cetera, mais je pense que, on a tous et toutes des automatismes un peu, tu vois, typiquement, quand on parle d'éducation non genrée, tout ça, je pense qu'on a tous tu vois, des automatismes qui font que, on va facilement, faire, prévaloir le masculin ou on va facilement, laisser la place à des enfants dans la cour de récré, à des garçons dans la cour de récré pour jouer au foot alors que les petites filles sont en retrait. On va laisser faire dans les cours de récré des rapports, en fait, de force qui construisent, en fait, nos enfants. C'est assez fou, mais c'est fou, mais tu vois, par exemple, j'ai vu une étude passer, le fait que les petites filles s'habillent en jupe et en collant, ça leur détruit la mobilité qu'elles peuvent avoir à l'école et au final, bah, pareil, elles prennent pas leur place et je pense que c'est bien d'en parler aux enseignants. Moi, tu vois, je suis, parent délégué et c'est pour ça, en fait, que je me suis positionnée en parent délégué, c'est pour pouvoir avoir une marge de manœuvre, moi, de mon côté et de faire un point avec, le corps enseignant et de leur dire,
ouais, ok, ben là, en fait, la cour, le partage, il est pas équitable et égalitaire. Peut-être vous, en tant qu'animateur, en tant que maîtresse, maître, faire en sorte que les équipes de foot soient mixtes. Parce qu'il y a des petites filles aussi qui adorent le foot et il y a des petits garçons qui sont obligés de jouer au foot parce que c'est la valeur sociale. Donc ouais, je pense que les enseignants ont une petite marge de manœuvre et bon, ils ont déjà beaucoup de taf et je sais comme c'est dur d'être enseignant, mais je pense qu'il y a des automatismes qu'on a tous et qu'il faut déconstruire. Et quand tu apportes ça avec bienveillance, je pense que ça peut être entendu et ouais, ça peut avoir un bel effet papillon, quoi. Tu as lancé Gommette Club en août dernier. Comment on Oui, passe de la création de contenu green lifestyle à des activités d'éveil pour enfants? je pense que j'ai fait le tour de la création de contenu, de l'influence, et cetera. Bah, comme je t'ai dit, j'ai lancé mon compte, en 2014. On est en 2022, donc ça faisait 8 ans, tu vois? J'ai fait le tour et je suis arrivée à un moment où, je m'y retrouvais plus, je m'ennuyais un peu. Du coup, je me suis dit: «OK, bon, mon quotidien aujourd'hui, je suis maman, je suis à la maison, bah, autant partager un peu plus, ce que je fais avec mes enfants». Et aider les parents en fait, qui bossent, mais qui ont quand même envie d'accompagner leurs enfants, à trouver des solutions à mettre en place, facilement. Parce que je sais qu'on est une génération, mais qui est incroyable, dans ce qu'elle fait en fait. On brise des espèces de comment dire? On brise des chaînes, on se donne tellement à fond pour nos enfants et c'est extraordinaire et je pense que voilà, il faut se le dire que le travail qu'on fait, il est incroyable. Mais voilà, on a tous des quotidiens qui font que, ben, on n'est pas forcément présent comme on a envie auprès de nos enfants, avec le boulot, avec, voilà, tout ce qui fait une vie, normale et quotidienne. Et du coup, je me suis dit: «OK, moi j'ai écumé les comptes Pinterest, les comptes Instagram, je me suis formée à la pédagogie Montessori et tout et je suis pas une puriste de Montessori et cetera. J'ai pas envie que les parents soient confrontés à ce choix de se dire: «OK, en fait, si je fais pas les trucs à fond, c'est nul et je suis nul. Je peux pas accompagner mon enfant correctement parce que je peux pas investir dans plein de jouets, dans plein de matériel et tout et tout». Donc j'avais envie de montrer un autre aspect de l'éveil des enfants, un aspect beaucoup plus chill, beaucoup plus cool et du mieux qu'on peut. Juste faire du mieux qu'on peut et comme on peut. Et du coup, comment ça fonctionne, Gommette Club? Alors, Gommette Club, en fait, tous les 2 mois, je sors un cahier d'éveil, donc avec plein d'activités de 6 mois à, 3 ans et même plus. Et puis je fais des ateliers, dans un café Poussette à Montpellier. La chouette parenthèse et donc c'est des ateliers, surtout bac sensoriel que les enfants adorent et les parents en profitent parce que les parents, ils aiment pas, tu vois, le bazar chez eux et du coup, ils viennent à mes ateliers, ils laissent leurs enfants faire plein de bazar et les enfants adorent et voilà, j'essaye de transmettre un petit peu ce kiff que j'ai, de préparer toutes ces activités à mes enfants, dans ces ateliers-là et puis, bah, j'ai mon contenu aussi, sur Instagram. Voilà, c'est un petit peu, multicasquette, mais de toute façon, on est tous et toutes un peu comme ça, les personnes qui travaillons sur internet. Ah, multicasquette, oui, oui, c'est c'est complètement ça et oui, pour les bacs sensoriels, mon fils, ils ont un grand, grand bac, alors ils sont pas aussi, aboutis que les tiens, mais ils ont un grand, grand bac de semoule à Oui, la crèche ouais. et ah, c'est génial, il adore, il patouille, il en mange aussi, voilà. Mais c'est vraiment un truc qu'il adore. Et alors, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire comment on occupe un tout jeune enfant pendant un week-end pluvieux? Quels sont un peu, le starter pack que tu conseilles d'avoir à la maison pour des activités? Et où est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà? Alors, en réalité, le starter pack, c'est plutôt la posture du parent, tu vois? Il faut pas toujours se dire: «OK, je vais occuper mon enfant parce que j'ai besoin de faire autre chose». Parfois, en fait, l'enfant, il a juste besoin que tu sois à côté de lui, tu vois? Et le starter pack, c'est vraiment la posture. Tu es là, tu as envie de passer un moment avec ton enfant, tu l'accompagnes et puis, tu sais, très souvent, la magie se crée. Tu restes avec lui, genre les 10 premières minutes, tu t'amuses, tu joues et souvent, ça se fait dans le silence, tu vois? Et puis hop, la magie opère et évidemment qu'on a tous, en tant que parents, je pense, tout ce qu'il faut à la maison. Alors, il y a pas besoin de gros investissements. Moi, par exemple, j'ai fait un réel sur ce que tu peux faire avec du papier enfin, des rouleaux de papier toilette, hein, donc clairement, tu as tout ce qu'il faut à la maison. J'aime bien transmettre ce message de la posture parce que, en réalité, en fait, on a vraiment, parfois envie d'occuper nos enfants coûte que coûte et on se dit que si on les occupe pas, on est de mauvais parents, tu vois? Alors que parfois, ils ont juste besoin qu'on leur lise une petite histoire et puis ça les occupe tout l'après-midi et puis genre juste, faire une cabane, par exemple, dans le salon et ça les occupe tout l'après-midi. Moi, mon fils, en ce moment, par exemple, tout ce qui est activité mon grand, tout ce qui est activité Montessori et tout, il a pas envie d'en entendre parler. Mais par contre, tu lui mets des coussins, il te fait une cabane et il reste tout l'après-midi dedans, quoi.
Comme quoi, en fait, chaque enfant, en réalité, il y a aussi beaucoup d'observation, tu vois. Tu observes ton enfant, tu vois ce qui lui plaît, tu vois ce par quoi il est attiré et parfois un truc, tout bête, hein, mais des louches, des casseroles et puis voilà quoi, il est hyper heureux. Moi, il a une passion pour l'aspirateur en ce moment. Ah ouais, grosse passion aspirateur, c'est impressionnant, mais tous les jours, il prend l'aspirateur, il dit: «Happy», pour dire appuyer, il Oui, appuie dessus, il le prend donc mais c'est génial. C'est génial, tu vois? En fait, ils sont beaucoup il a 2 ans ton fils, c'est ça? ouais, il va avoir 2 ans, ouais. Il va avoir 2 ans. Ouais, ils sont vachement dans l'imitation à cet âge-là, c'est trop drôle. Nous, on a tout le truc, genre, on a l'aspirateur, on a la serpillière, le truc et c'est très Montessori en plus, tu sais, de prendre soin de son environnement. Donc c'est génial, tu vois? Tu le mets à disposition, il fait sa petite vie et ils adorent, quoi. Ouais, faut juste qu'il essaye pas de le brancher, mais après, super. Et tu parlais justement d'être avec son enfant et de la posture du parent. La veille où j'ai préparé cette interview, tu avais partagé un avis ultra déculpabilisant sur les écrans auprès des tout jeunes enfants. Merci parce que ouf, ça fait du bien de lire ça. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé les écrans avec mon fils à 2 ans, mais on le fait de façon extrêmement responsable comme une autre activité, tu vois? Mais vraiment pour moi, les écrans, c'est une activité à part entière où il va passer, ses 20 minutes, tu vois? En ce moment, il est à fond sur la patrouille et les épisodes durent, 20-30 minutes, un truc comme ça. On regarde ces épisodes et l'idée, en fait, c'est encore une fois de les accompagner, tu vois? Tu vas pas mettre ton enfant, du matin au soir devant les écrans, mais juste, en fait, quand tu lui proposes des écrans, moi, je trouve ça génial, en fait, parce que, ben, en fait, ça stimule l'imaginaire aussi. Mais tu vois les jeux qu'il fait après avoir regardé, son épisode de Pat' Patrouille, mais il s'amuse aux pompiers, il s'amuse aux policiers. C'est des personnages qui sont, tu sais, qui sont vachement, comment dire? Bienveillants, c'est super mignon, c'est et ça transmet aussi des valeurs au même titre que des histoires et cetera. Faut juste le faire avec beaucoup d'intelligence et juste se dire que, OK, c'est un outil comme un autre, c'est une activité comme une autre et il y a pas à culpabiliser. En fait, je pense que quand on est devenu parent, donc il y a 3 ans et demi pour moi, il y avait une vague de parents un peu parfaits sur Instagram, qui montraient que les écrans enfin qui ont diabolisé les écrans et je pense que ça a fait beaucoup, beaucoup de mal à toute notre génération de parents. En plus, on est une génération qui a grandi avec les écrans et je pense que ça va. On n'a pas trop cerveau, tu vois? Je pense que ça va. Alors évidemment, je pense qu'on aurait dû les consommer de façon un peu plus, peut-être un peu plus légère, hein. Moi, en tout cas, j'étais une enfant de la télé, tu vois? Mais c'est vrai que, cette génération la génération précédente de parents qui a beaucoup culpabilisé les écrans, en fait, quand tu regardes un petit peu les patterns de leur famille, c'est des familles qui sont vachement privilégiées et ça, c'est un truc qui est très oublié dans, tous les contes, d'éveil et cetera. C'est qu'on oublie les situations de chaque famille. Quand tu rentres du taf, que tu récupères ton enfant, que tu dois préparer à manger, que tu as une fenêtre genre hyper rétrécie et que tu mets 20 minutes d'écran à ton enfant le temps de préparer le repas, ben ça va pas le bousiller en fait, ça va pas bousiller ses neurones, ça te permet de lui préparer son repas, ça te permet de souffler avant le tunnel et il y a rien de mal en fait. Il y a rien de mal. Alors évidemment que tu peux te passer des écrans quand, tu as, plus de temps, quand tu peux préparer tes repas, quand, tu as plus de moyens aussi, hein, soyons honnêtes et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de familles qui se sont, comparées à des personnes qui n'ont peut-être pas la vie d'un Français lambda, tu vois? Et je pense que c'est vraiment important de remettre l'église au centre du village et de se dire: «En fait, on a tous nos réalités et on fait tous du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a à disposition». Et moi, il m'est arrivé de mettre des écrans à mon fils parce que j'avais besoin de préparer à manger, parce que j'avais besoin de souffler, parce que j'avais besoin de mettre mon bébé à la sieste et tout va bien. Ça s'est super bien passé. L'idée, c'est juste de pas en abuser. Les études, tu sais, souvent, il y a des petites informations qui sont prises comme ça hors contexte et c'est déformé, amplifié. Tout va bien avec les écrans quand on les utilise de façon intelligente et modérée. Même à la crèche ou chez le pédiatre, tu as les affiches, comme quoi si tu mets des écrans à ton enfant, il va avoir des trous au cerveau, quoi. Enfin, ça va ralentir son apprentissage et ça va c'est ultra culpabilisant et en plus, comme tu dis, nous, on est une génération qui a grandi avec les écrans et qui était tout le temps dehors. Oui, Moi, je veux dire, oui, c'est vrai. à partir du moment où, je pouvais sortir, dehors, en toute sécurité. Après, attention, j'ai envie de te dire, c'était un privilège aussi, hein, d'habiter dans un petit village où on pouvait, faire du vélo sans risque. Alors peut-être qu'il y avait des risques, hein, parce que malheureusement des personnes, mal intentionnées, il y en a partout, mais voilà, on était tout le temps dehors avec nos vélos à droite à gauche, Mais donc voilà. pareil. Et tu vois, c'est juste qu'en fait, si tu réfléchis, en fait, les écrans à l'époque et les programmes pour les enfants, c'était à des horaires précises et quand tu ratais, tu ratais. Donc au final, il y avait une certaine mesure, tu vois?
Mais tu vois, c'est pareil, là, quand tu lui mets moi, je lui mets à peu près, là, on a à peu près 2 heures d'écran par semaine, tu vois, ce qui n'est pas extrême. En fait, en gros, les jours d'école, il a pas d'écran. Il a un écran et en fait, en gros, il regarde ses épisodes le mercredi, le samedi et le dimanche après sa sieste. Et il adore. Limite, ça le motive pour faire sa sieste. Donc moi, ça m'arrange, tu vois. Ouais, du coup, c'est ritualisé, tu crées le rituel, Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, parfois, bah, c'est aussi, enfin, comment dire? Parfois, vraiment, quand, je suis fatiguée, ça arrive que je le mette, voilà, en dehors de ces horaires-là qui sont très cadrés, mais vraiment, faut pas culpabiliser, quoi. On a tous des et puis ils vont grandir avec les écrans, au final. Je pense que ça va être une génération, voilà, c'est une génération qui est déjà très connectée. Après évidemment, il y a des moments, genre avant l'école ou le soir avant de dormir, ça, on sait que c'est complètement, néfaste. Ça, c'est sûr et certain, c'est complètement néfaste. Mais le reste du temps, arrêtons de culpabiliser, quoi. La dernière fois, j'avais, une amie très proche qui me dit, «Je suis une mauvaise mère parce que, des fois» en fait, elle vient d'être maman pour la deuxième fois et elle a son aîné qui a, 5 ans et elle me dit, «Je suis une mauvaise mère parce que, la dernière fois, j'étais épuisée, j'avais besoin de faire la sieste avec sa petite dernière. Du coup, j'ai donné la console de jeu à mon fils». Je fais: «Mais en fait», je fais: «Tu pas une mauvaise mère, tu as aussi le droit de t'écouter et d'écouter tes besoins primaires, de dormir pour être justement plus disponible après pour tes 2 enfants. Enfin, c'est pas grave, quoi». Et puis c'est ponctuel, vu la façon dont elle en parle, c'est hyper ponctuel. Mais tu vois, l'autoflagellation, enfin, je veux dire, on a beaucoup de choses, avec lesquelles on doit, deal en anglais. Je trouve Composer, pas le ouais. mot en français. Composer, voilà, quand on devient parent. Mais en plus de ça, toutes ces choses extérieures et toutes ces espèces de normes extérieures, tu dois faire la DME, tu dois allaiter, tu dois faire du portage, tu dois faire du cododo et toutes ces choses avec lesquelles tu dois composer quand tu faiblis entre guillemets, enfin tu as l'impression d'être une mauvaise mère, c'est horrible quoi. C'est horrible. Et en fait, c'est quand tu te détaches de toutes ces injonctions que tu te rends compte qu'en fait ta parentalité et ta façon d'être parent, en fait, tu commences à être toi-même dans ta façon d'être parent et c'est là où tout va bien finalement. C'est là où tout va bien. Et puis on peut faire la corrélation avec l'écologie. Enfin voilà, si tu te dis écolo, mais que, tu prends l'avion, que tu vas manger McDo, tout de suite, tu es une mauvaise personne, quoi. Mais je me questionne de plus en plus, parce que je trouve qu'il y a un lien flagrant avec le genre féminin, en fait. Parce que, entre guillemets, bizarrement, on flagelle beaucoup plus les mères et les femmes que les hommes de manière générale, hein, cis, hein, j'entends donc voilà. Ouais, non, mais c'est toujours comme ça. On a ce truc. Internet, en fait, a créé, des choses merveilleuses dans le sens où on a accès à l'information beaucoup plus facilement et c'est génial parce que, voilà, par exemple, les réels que tu partages en ce moment sur, comment s'organiser pour, enfin, dans la cuisine et tout, c'est génial. C'est des contenus dont on a besoin. Mais, tu vois, ça a aussi créé une génération de personnes, extrêmement pointilleuses. La pureté militante, si t'es pas à 100% dans le truc, bah, ça sert à rien. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est pas parce que j'ai mon iPhone, que je suis pas écolo et j'ai pas des valeurs, hyper fortes, enfin, tu vois? Et c'est pareil dans la parentalité, c'est pareil dans l'écologie, c'est pareil dans le féminisme. C'est un fléau, quoi, ce truc, d'arriver à un tel point de perfectionnisme où, tous ceux qui font, moins que toi, ben, en fait, c'est pas bon, quoi. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Mais tu as plein de encore une fois, malheureusement, tu as plein de configurations de vie qui sont complètement occultées. Par exemple, mes parents sont marocains. Ils ont émigré ici en France, ils avaient 18 ans. Alors évidemment qu'ils vont prendre le bateau et l'avion de temps en temps pour rentrer au Maroc parce qu'ils ont toute leur famille là-bas. Moi, je vais leur dire quoi? Je vais leur dire: «Bah non, vous voyez plus jamais vos familles. Non, c'est fini». Ou alors, à 70 ans, ben, faites, tout le trajet à vélo ou en train. Et puis tu sais, encore une fois et vraiment c'est une chose, qui est hyper importante et tu vois, genre maintenant comment dire? Que j'ai fait un pas en arrière un petit peu au niveau militant, je me rends compte qu'en fait, beaucoup de personnes dans l'influence qui partagent sont des personnes qui sont vachement privilégiées dans leur vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et malheureusement, tu as des personnes qui ont moins de moyens et qui essayent de faire autant. Et c'est hyper compliqué pour ces personnes-là et elles se culpabilisent. Mais vraiment, quel que soit le domaine, hein, que ce soit l'écologie ou la parentalité. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'on n'ait pas cette nuance de dire, OK, chaque famille fait avec ses moyens et fait comme elle peut. Et l'essentiel, en fait, c'est qu'en tant que groupe, nous tous, en tant que collectif, on avance ensemble.
peu importe le niveau auquel tu te situes. Si moi je fais plus, c'est super. Toi, tu fais déjà, c'est super. Et puis ensemble, en fait, il faut que ce soit ensemble qu'on avance. Politiquement, en fait, c'est le collectif qui prime, tu vois. Et on passe tellement de temps à essayer de perfectionner cet individuel parfois au détriment de notre santé mentale. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Alors que collectivement, en fait, finalement, tous ces efforts qu'on met dans l'individuel, ça mènerait à de grands changements et de grands bouleversements. Mais malheureusement, comme tu disais tout à l'heure vis-à-vis du capitalisme, en fait, la société capitaliste, elle nous a aussi coupés les uns des autres et comment dire, elle nous aveugle un peu sur cette notion de solidarité et de collectif. Et c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui quand politiquement tu as envie d'avancer et que tu te rends compte que on est tous enfermés dans nos vies et que c'est très difficile d'être solidaire et d'avancer concrètement, quoi. Mais en plus, il y a eu un épisode, ça me fait écho avec un épisode de podcast que j'ai écouté, bah, ce matin même, celui de Basilic avec, Clotilde Dussoulier de «Oui, change ma vie» et elle explique justement par rapport, en fait, au fonctionnement de notre cerveau. Bah, déjà pour la pureté militante, en fait, c'est un effet miroir. Quand tu vois quelque chose chez quelqu'un qui ne te convient pas et que tu lui dis, bah, c'est un peu comme quand tu es enfant, tu fais miroir, miroir. En fait, c'est juste que ça évoque toi, en fait, ce que tu ne fais pas assez et le coût du perfectionnisme, bah, c'est aussi notre cerveau qui est comme ça. C'est qu'il faut aller tout de suite dans le tout, tout rien, dans le beaucoup et on se perd en fait d'une et j'ai le sentiment qu'on a un peu tous passé par là, que ça soit comme tu dis dans le féminisme ou dans l'écologie ou dans la parentalité ou dans la lutte contre les oppressions, le militantisme. J'ai l'impression qu'on a tous eu ce parcours d'être à fond au début et après, bah, de limite frôler le burn-out ou pas pour certaines personnes qui ont eu et après de faire un pas de côté et de dire: «OK, en fait, on n'est pas obligé d'être parfait et on peut aussi apporter de la respiration là-dedans» et il y a aussi cette notion de privilège. Enfin, moi la première, au tout début quand je suis entre guillemets, quand j'ai eu ce «déclic écologique», je comprenais pas pourquoi les gens achetaient des tomates en janvier. Mais en fait, bah, si tu vas en supermarché, des fois les tomates d'Espagne, elles sont moins chères que les poireaux de France en C'est janvier, ça, en fait. c'est ça. Et des fois, bah, tu fais comme tu peux quand tu as besoin de joindre les 2 bouts. C'est exactement ça et je pense que c'est vraiment un discours qui manque, en fait, dans l'influence. Vraiment, ça manque de juste dire: «OK, voilà, moi je vous montre comment faire, mais vraiment faites comme vous pouvez. L'essentiel, c'est que vous essayez, quoi», tu vois? Et c'est horrible de se dire que on a toute une génération, bah, je parle de nous, tu vois, en tant que génération, de personnes qui se créent des névroses parce qu'on n'y arrive pas, quoi. C'est horrible. J'ai été en burn-out, tu vois, à cause de ce militantisme et parce que, bah, tu vois, tu parlais de Mars Aurore, mais Mars Aurore, ça a été une expérience extraordinaire, mais le harcèlement que j'ai subi après, quoi, ça a été très, très difficile parce que bon, tu as les apôtres de la pureté militante, mais tu as aussi, tous ceux qui sont, aux opposés, politiques de tes idées et qui sont, voilà, vachement, enfin, c'est très dur, quoi, de naviguer dans ces eaux-là, militantes, quoi, quand, tu deux côtés qui sont, très vachement durs avec toi et du coup, en fait, j'ai été en burn-out et genre, tu vois, limite, je me suis dit: «Mais en fait, je vais tout rejeter, quoi. Je vais repartir à zéro. Je vais être dans le déni et je m'en fous». Voilà et je m'en fous. C'est après que je me suis dit: «Bon, tu peux pas quand même renier toutes ces valeurs-là». Alors j'ai fait des pas en arrière et honnêtement, je le dis, hein, parce que écologiquement, j'arrivais plus à tenir, tout ce que je faisais avant d'avoir 2 enfants, tu vois? Donc j'ai fait des pas en arrière mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je transmette les valeurs, tu vois? Mes enfants, en fait, c'est que je me dis: «OK, moi, je suis là en train je contribue à élever une génération qui, pour elle, sera la normalité de consommer comme ça, de vivre comme ça, de faire ces gestes-là», tu vois? Donc je me dis: «Bon, OK, moi, mentalement, j'arrive pas à tout porter, aujourd'hui comme je portais avant d'avoir 2 enfants, mais c'est pas grave, j'essaye de le faire». En fait, c'est cette vision collective, encore une fois. C'est que c'est les enfants, nos enfants, j'essaye en fait de travailler sur ce collectif-là et aussi politiquement auprès de notre génération, de plus penser politique que individuel, collectif que individuel. Tu vois, à chaque fois que je parle avec des parents, je dis ouais, mais vous savez, si on se regroupait, on pourrait, par exemple, juste mes voisins, quoi, tu vois, si on se regroupait, on pourrait avoir un compost et tout, ça serait bien et tout. Est-ce que ça vous dit et tout qu'on fasse ça et tout. C'est des petites actions comme ça au final, mais quand elles sont portées par plusieurs, déjà, c'est moins lourd sur nos épaules. et puis, et puis, ça fait avancer les choses beaucoup plus rapidement en fait et de façon plus stable. Parce qu'on n'est pas fait en fait pour se mettre une pression. En fait, individuellement, on ne pourra pas sauver le monde. C'est pas parce que je suis parfaitement et purement zéro déchet que le capitalisme va tomber. Par contre, si je fais un peu moins, mais que j'accorde un peu plus de place à une réflexion collective et politique,
là oui, il y a des chances que ça aboutisse, tu vois. Merci beaucoup, Asma, pour ça, pour ton temps. Avec plaisir. On va finir par la question signature du podcast. Quel message souhaiterais-tu déposer aux parents ou futurs parents qui souhaitent agir? Ne vous flagellez pas. Faites du mieux que vous pouvez. C'est un petit peu le message que j'ai porté tout au long de notre interview, mais c'est faites du mieux que vous pouvez, transmettez tout ce que vous pouvez transmettre, restez fidèles à vos valeurs. On est les gardiens du terreau et vraiment, on ne doit pas compter sur nos enfants pour faire tout le travail. Commençons ce travail ensemble, mais vraiment ensemble, les mains dans la main, sans se flageller individuellement. Merci beaucoup, Asma. Et voilà, cet entretien entre Asma et Pauline est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si, grâce à Basilic et à cette programmation estivale, vous avez découvert l'excellent travail de Pauline, alors n'hésitez pas à le lui faire savoir sur les réseaux sociaux. Vous la retrouverez sous le nom de l'ananas blonde. J'indiquerai le lien dans la barre de description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une rediffusion et bien évidemment fin août, début septembre pour le lancement de la saison 7 de Basilic. Merci d'être là, merci de soutenir le podcast depuis le début. Je vous souhaite un bel été, profitez-en et à très vite.